J'entends souvent les entrepreneurs dire on ne parle pas assez de nous dans la campagne. La réalité, c'est qu'en fait, on parle de vous tout le temps. Parce que l'entreprise, c'est l'alpha du fonctionnement du pays. Je veux dire, pas d'entreprise, pas de création de richesse, pas de création de richesse, pas de salaire, pas d'impôts, pas de services publics. Donc, vous voyez bien qu'il y a un cercle, en fait, qui démarre en réalité de l'entreprise. Alors, on va avoir à aborder des sujets extrêmement divers et je vais répondre à l'intégralité de vos questions parce que comme vous êtes précisément l'alpha du fonctionnement, eh bien, nous allons discuter ensemble salaire, nous allons ensemble parler de transmission, nous allons parler ensemble du rôle que l'État doit avoir et la juste place qui doit être celle de l'État. Nous allons évidemment parler fiscalité. Nous allons avoir beaucoup de sujets. Mais vous m'avez posé la première question qui est le problème de la prise en main en réalité de la haute fonction publique sur le politique. C'est un problème fondamental. Et si je puis me permettre, je relirai cette question au propos de M. Dabi. Pourquoi les Français s'abstiennent et pourquoi les Français ne croient plus dans la politique avec un grand P? Eh bien, parce que la politique avec un grand P leur donne absolument toutes les raisons de croire qu'elle ne peut plus rien faire. Voilà. Parce qu'à chaque fois, on entend ce propos-là, « Ah, j'ai pas pu, c'est l'administration, j'ai pas pu, Bercy, j'ai pas pu, etc. » Donc, fondamentalement, la vraie question, c'est quel est le rôle que doit reprendre le politique et donc la politique dans la prise de décision dans notre pays. Est-ce que c'est le politique qui décide et c'est la haute fonction publique qui doit mettre en œuvre la décision qui a été prise par le politique ou est-ce que le politique, eh bien, se soumet à la haute fonction publique et particulièrement à Bercy, puisque c'est souvent Bercy qui est mis en cause sur ce sujet. Bon, moi, mon avis est très clair. Je pense que c'est la politique parce que la politique et le politique est l'expression de la volonté populaire. Donc, sa volonté est d'or, et c'est à la haute fonction publique de mettre en place les décisions politiques qui ont été choisies. Le problème, c'est que, si vous voulez, bien souvent, nos dirigeants en viennent, en fait, de ces milieux de la haute fonction publique. Et comme ils en viennent, eh bien, ils ont parfois du mal à s'y opposer et à faire valoir leurs propres arguments. J'espère évidemment pouvoir le faire, car si la politique n'a plus son mot à dire, alors eh bien arrêtons les élections. Laissons donc la haute fonction publique, les sachants, les experts et je ne sais qui d'autre diriger le pays. Je ne crois pas objectivement que ni vous ni moi ne soyons très heureux, en l'occurrence, du résultat. Alors, je ne sais pas si je dois vous faire une présentation préalable avant de répondre aux questions ou est-ce que vous préférez que je réponde à vos questions? D'accord. Petite présentation, ça ne va pas être facile. Bon. On va donc essentiellement parler économie. Je sais très bien, je ne suis pas dupe, hein, que je suis un peu victime, vous connaissez ça, d'une forme de préjudice d'image. Étant entendu que l'intégralité de la classe politique serait en réalité colonisée par des Mozart de la finance et des Mozart de l'économie. Moi, je regarde les résultats de ces Mozart de l'économie et je m'aperçois que, pour finir, ils sont probablement moins talentueux que ce qu'on voulait bien nous dire. En tout cas, la situation, si je suis élu, que je vais récupérer, elle est guère reluisante. Il y avait beaucoup d'espoir. Les espoirs ont été quand même douchés, c'est le moins qu'on puisse dire. Les chiffres sont mauvais. Les chiffres que l'on ne peut pas manipuler, notamment ceux de la balance commerciale, sont très mauvais. Et ça, c'est celui-là, on ne peut pas le bouger. Hein. On ne peut pas faire sortir des chômeurs, des statistiques en les mettant en formation, etc. Ça, on n'y arrive pas. Les chiffres du chômage sont pas bons. Les chiffres du déficit du commerce extérieur sont catastrophiques, je viens de vous le dire. Les chiffres de la dette sont évidemment très mauvais aussi, 650 milliards de dettes, dont 300 milliards qui ne relèvent pas du Covid. Les décisions sur le Covid, on pourra en parler d'ailleurs, mais à mon avis, un certain nombre de ces décisions ont été très mauvaises pour l'économie et en réalité injustifiables sur le plan sanitaire. Et les choix de l'endettement toujours et encore des entreprises étaient à mon avis le mauvais choix pendant cette crise sanitaire. Alors, quel est le rôle de l'État, puisque
moi je suis candidate à la présidence de la République française, quel est le rôle qui doit être celui de l'État dans l'économie? Le rôle de l'État, c'est de créer en fait un environnement favorable aux entreprises. Elle n'est pas là pour faire votre travail. L'État le ferait probablement relativement mal. Créer un environnement favorable au développement économique et donc aux entreprises, qui sont donc, je vous l'ai dit, le poumon de notre économie, c'est d'abord que l'État reprenne la main sur l'aménagement du territoire. Je pense qu'en réalité, ça fait 20-25 ans que l'État a abandonné toute politique d'aménagement du territoire. On a laissé faire la main invisible du marché. Mais la main invisible du marché, elle fait toujours la même chose. C'est-à-dire qu'elle fait dans tous les pays, quand on la laisse faire, elle aspire l'ensemble des moyens, l'ensemble des capacités vers les très grandes métropoles et elle crée autour une forme de désert, au détriment, je crois, de tous, c'est-à-dire des territoires qui sont désertifiés, mais aussi des grandes métropoles qui étouffent, qui s'asphyxient avec des transports asphyxiés, des prix de l'immobilier qui flambent et donc des entreprises qui subissent évidemment les conséquences de cela. Donc la première des choses à faire, c'est une grande politique d'aménagement du territoire, reprendre la main sur l'aménagement du territoire. Pour en faire quoi? Eh bien, pour en faire ce que j'ai appelé la démétropolisation, c'est-à-dire en réalité le rééquilibrage entre les grandes métropoles et les petites villes ou les villes moyennes. Ça se fait par un certain nombre d'outils. Le premier outil, c'est évidemment l'outil de l'incitation fiscale, c'est-à-dire réussir à convaincre des entreprises qu'il serait beaucoup plus appréciable de s'installer dans des villes moyennes que de venir s'agglomérer dans des grandes métropoles. Alors, je ne vous cache pas que moi je pense qu'il y a un dispositif qui était assez efficace, qui était les PAT, les primes d'aménagement du territoire. Je pense qu'il faut les remettre en œuvre. Mais pas seulement. C'est l'ensemble du fonctionnement dans ces territoires qu'il faut revoir. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de salariés qui acceptent de travailler dans des villes moyennes ou dans des petites villes s'il n'y a pas d'école, il n'y en a pas non plus, il n'y a pas de famille s'il n'y a pas non plus une offre de soins, donc c'est toute la problématique des déserts médicaux. Vous voyez qu'il y a en réalité un cercle vertueux à remettre en place. Ce cercle vertueux, l'État ne peut pas le mettre en place seul. Il ne peut le faire qu'avec et que grâce, en réalité, aux entreprises et donc avec et grâce à l'emploi. Il faut irriguer le territoire en service public, je l'ai dit, mais il faut, bien entendu, recréer d'abord une vie économique. L'autre rôle de l'État, je crois, c'est l'environnement concurrentiel. C'est-à-dire que, d'abord, il faut préserver nos atouts. Nous avons des atouts extraordinaires, et pardon, mais je mets tout de suite le doigt peut-être sur quelque chose qui fait mal, mais je pense évidemment au prix de l'énergie. Les prix de l'énergie, c'est fondamental. Et la guerre qui nous est menée, on ne va pas se raconter d'histoire, par l'Allemagne depuis des années, et qui s'attaque assez durement à notre nucléaire, c'est précisément parce que le nucléaire permettait d'avoir une énergie à très bas coût, et que c'était pour l'Allemagne un avantage concurrentiel pour les entreprises françaises qu'il fallait faire baisser. Donc moi, je ne suis pas dupe de cela, et donc je pense que la politique énergétique de la France est essentielle. Pas seulement essentielle pour le prix de la facture, essentielle parce qu'on ne pourra pas envisager une réindustrialisation si on n'a pas une énergie qui permette cette réindustrialisation. Je veux dire, augmenter le nombre d'entreprises, augmenter le nombre d'industries, augmenter d'ailleurs notre technologie informatique, c'est s'apprêter à avoir une consommation d'énergie qui est décuplée. Si on ne peut pas faire face à ce décuplement de l'énergie, de la production énergétique à bas coût, parce que c'est ça quand même l'enjeu, alors on rate, je crois, le rôle qui est celui d'un État stratège. La deuxième chose, c'est la sécurité de nos approvisionnements. Bon, vous avez tous été conscients que on dépend beaucoup de l'étranger, et notamment, il y a eu des problèmes de pénurie de matières premières qui ont eu, pour certaines entreprises, des conséquences qui sont catastrophiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à l'exploitation de nos propres ressources. Et puis, il faut qu'on mette en place une géopolitique de la défense de nos intérêts. Parce que quand on est dans une compétition mondiale où chacun vient sur le marché chercher des matières premières, il faut qu'on ait des alliés. C'est-à-dire des gens qui vont nous servir en priorité, parce que précisément nous avons des alliances géopolitiques ou géostratégiques. Pour l'instant, nous n'avons pas ça. C'est la lutte contre la fraude.
Vous savez, je veux faire un grand ministère de la lutte contre la fraude, les fraudes d'ailleurs, parce qu'on dit la fraude, mais il n'y a pas une fraude. Il y a beaucoup de fraudes. Et je ne parle pas seulement des fraudes aux cotisations, je ne parle pas seulement des fraudes aux prestations, même si c'est un sujet important, je parle aussi des fraudes aux importations, et notamment au respect des normes que l'on nous demande de respecter, mais qui ne sont pas respectées par les produits d'importation. Ce qui crée évidemment une concurrence qui est totalement déloyale, et il n'y a pas un secteur économique qui est capable de faire face lorsque les règles du jeu ne sont pas les mêmes entre le produit qui est fabriqué et vendu en France et le produit qui est importé est vendu en France, mais qui n'a pas, évidemment, le même cahier des charges. Donc ça, c'est le rétablissement nécessaire de la préservation de ce que j'appelle une saine concurrence. Aujourd'hui, rien n'est fait sur ce sujet, ni au niveau français, ni, pardonnez-moi de vous le dire, au niveau européen. Il faut évidemment que ça change. L'autre sujet, c'est le sujet des normes. Alors, quand on dit les normes, c'est surtout les hypernormes. Voilà, je les appelle les hypernormes. Parce que les normes, c'est un peu un choix de société que l'on peut éventuellement décider ensemble pour assurer la sécurité sanitaire, la sécurité des produits. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on est soumis à une volonté de l'Union européenne qui vise à créer, à démultiplier les normes dans le but, qui paraît maintenant assez évident, d'avantager les très grands groupes au détriment des TPE-PME. C'est-à-dire que dans toute une série de domaines, on voit la mise en œuvre de normes qui ne permettent plus aux TPE-PME et même aux ETI de pouvoir faire face à ces normes. Et c'est donc les grands groupes qui, eux, ont des moyens administratifs, juridiques, techniques considérables, qui seront les seuls à pouvoir intervenir sur un certain nombre de marchés, les TPE-PME étant en réalité condamnés à devenir ad vitam aeternam des formes de sous-traitants, et uniquement cela des très grands groupes. Ça, c'est un choix politique qui est fait par l'Union européenne. Je l'ai inclus dans une grande lutte que j'ai détectée depuis déjà un certain nombre d'années contre les indépendants. On n'aime pas les indépendants à Bruxelles. On n'aime pas ça. C'est une spécificité française, mais on n'aime pas ça. Parce que d'abord, les indépendants, ils sont indépendants, donc ça, c'est franchement pénible. Et en plus, ils sont nombreux, alors c'est encore plus pénible. Et donc, on préfère avoir 3-4 grands groupes autour de la table, c'est tellement plus facile pour discuter, que d'avoir des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions d'indépendants autour de la table. Vous noterez que dans les mutuelles, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe en ce moment dans la construction, c'est comme ça que ça se passe pour les laboratoires. Vous verrez que quand vous avez cette grille de lecture de « on ne veut plus d'indépendants, on veut des grands groupes qui auraient aspiré en réalité les indépendants », on comprend énormément de choses dans les décisions qui sont prises par l'Union européenne. Simplification de la place de l'État. Alors, vous en avez parlé, tout le monde en parle toujours. C'est pour ça que j'ai levé un peu le sourcil quand on a parlé de simplification. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Oui, bien sûr, tout le monde voudrait simplifier. Il y a juste une chose qui est sûre, c'est que si vous confiez à ceux qui ont complexifié le soin de simplifier, vous serez extrêmement déçus. Voilà. Parce que les fonctionnaires qui ont tout complexifié, c'est pas eux qui vous apporteront la simplification. Alors, il va falloir qu'on trouve ensemble le moyen d'agir sur la simplification. Le mieux, c'est peut-être de partir de vous, en réalité, c'est-à-dire une forme de cahier de doléances des chefs d'entreprise qui soient capables d'indiquer à l'État et au pouvoir législatif où vraiment il y a une complexité qui est inutile, qui va à l'encontre du développement de notre pays et de la création de richesses. Il y a aussi un problème de mentalité de l'administration. Ça, c'est vous parliez d'état profond, mentalité de l'administration. Voilà, il faut que l'administration soit dans l'accompagnement des entreprises et pas systématiquement, n'ait pas systématiquement le rôle de policier qu'on lui a peut-être confié trop souvent et qui fait que les chefs d'entreprise bien souvent disent on n'arrive pas à trouver une aide. Voilà, on a du mal à trouver une aide auprès de l'administration. L'administration, vous la craignez parfois, vous la ressentez comme hostile. Je pense qu'il y a tout à fait moyen de changer cet état d'esprit. Cet état d'esprit a changé au ministère des Impôts, je le trouve dans l'administration des impôts. Dans l'ensemble, ça va plutôt dans le bon sens. Il n'y a pas de raison que ça ne change pas également ailleurs. Autre sujet qui vous intéresse évidemment fondamentalement, c'est la formation
Voilà, s'il n'y a pas de formation de bon niveau, alors vous n'aurez pas les salariés, les employés que vous attendez et dont vous avez besoin pour développer les entreprises et créer de la richesse. Alors ça va passer évidemment par le redressement de l'école. Je ferai une conférence de presse la semaine prochaine pour exposer mon projet sur ce sujet. Mais en ce qui vous concerne, ça passe surtout par la revalorisation, je pense, également de l'apprentissage et de l'alternance. Alors moi, j'ai réfléchi de la manière suivante. J'ai dit, voilà, un lycéen, ça coûte 5 700 € à l'État. Un étudiant, ça coûte 8 000 € à l'État. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la moitié de cette somme et je vais la répartir à égalité entre l'entreprise et l'alternant ou l'apprenti. Parce que vous faites cette formation. Je veux dire, vous accompagnez l'apprenti ou l'alternant vers l'emploi. Bon, c'est la voie royale, hein, pour moi. Moi, je vous le dis. Souvent, vous entendez les politiques dire beaucoup de bien de l'apprentissage et de l'alternance. Moi, sur 3 enfants, j'en ai 2. Un qui a été apprenti et une qui est alternante. Donc, je sais pertinemment comment ça fonctionne et je mets un peu, si vous voulez, ma vie en accord avec mes idées. Je pense que l'entreprise a besoin d'être aidée, évidemment, financièrement pour pouvoir former, mais je pense aussi que pour pouvoir attirer des jeunes dans cette voie royale qu'est l'alternance et l'apprentissage, il faut qu'ils gagnent mieux leur vie. Voilà, c'est comme ça. Un peu mieux. C'est pas énorme, c'est pas considérable, mais croyez-moi, pour beaucoup, c'est très important. 230 € quand on est quand on a l'âge d'être lycéen, 330 € de plus par mois par rapport à ce qui existe actuellement, ça permet quand même à des jeunes de se dire, je vais pouvoir, être indemnisé pendant mon apprentissage ou pendant ma formation. Soutien à la valeur travail, c'est toujours pareil, moi je veux que les jeunes travaillent. Voilà, ça c'est mon obsession, donc j'ai un énorme programme pour pousser les jeunes à travailler. Je veux qu'ils travaillent, je trouve que c'est absolument essentiel. Donc je vais aussi soutenir financièrement les étudiants qui travaillent, parce que la valeur travail, ça s'acquiert jeune. Et quand on est un étudiant qui a travaillé, eh bien, on a évidemment du respect pour le travail. On sait ce que c'est que la valeur du travail. Et donc, je pense que l'État doit accompagner les étudiants qui travaillent. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un complément de prime versé par l'État à hauteur de 20% du salaire jusqu'à 200 € pour les non-boursiers et 30%, c'est-à-dire 300 € pour les boursiers. Bien sûr, vous avez besoin qu'on soutienne le pouvoir d'achat, parce que l'effondrement du pouvoir d'achat a des conséquences sur vous, sur le bien-être aussi, et sur la vie digne qui doit être celle de chaque salarié. Vous le savez, j'ai proposé un grand nombre de mesures, dont la baisse de la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5. Pourquoi? Parce que je considère que l'énergie, toutes causes confondues, gaz, électricité, fuel, carburant, eh bien, ce sont des produits de première nécessité. Sans ça, on ne peut pas vivre. Et donc, il faut absolument faire baisser de 20 à 5,5 la TVA. C'est beaucoup plus efficace que tout ce que j'ai entendu jusqu'ici. Soutenir le pouvoir d'achat, c'est aussi évoquer avec vous le sujet des salaires. Alors là-dessus, j'ai entendu des choses parfois déroutantes, hein. Enfin, vous me direz, sur le pouvoir d'achat et les carburants aussi, j'ai entendu des choses déroutantes. Donc, je tiens à vous annoncer très tranquillement qu'il n'est pas question de faire payer aux chefs d'entreprise 50% des pleins des salariés. Parce que je pense que beaucoup de chefs d'entreprise auraient énormément de mal à faire face à cela. De la même manière, je pense que les propositions qui ont été faites par une de mes concurrentes sur les salaires et sur lesquelles elle est revenue n'est pas le bon axe. Oui, les salaires sont bas. Et vous le savez très bien, vous autres chefs d'entreprise. Oui, aujourd'hui, il y a un certain nombre de secteurs qui vont être obligés d'augmenter les salaires. Je ne veux pas augmenter le SMIC. Je l'ai dit, je l'ai expliqué, je ne veux mettre en place aucune mesure qui soit en réalité une contrainte pour des entreprises qui ne pourraient pas y faire face. Augmenter le SMIC, c'est évidemment obliger les entreprises, parfois qui ont juste le nez hors de l'eau, c'est leur plonger la tête sous l'eau et c'est pas, à mon avis, une démarche positive. En revanche, moi, j'ai proposé une mesure que je considère être une mesure gagnant-gagnant. Comme un certain nombre d'entreprises ont besoin d'augmenter les salaires, je leur ai proposé un contrat d'entreprise qui implique une négociation, bien sûr. Toutes les entreprises qui accepteront d'augmenter jusqu'à 3 fois le SMIC, ça veut dire que j'y intègre vos cadres, jusqu'à 3 fois le SMIC,
les salaires de 10%, eh bien, je gèlerai l'augmentation des cotisations patronales associées. Alors, c'est pas un gigantesque cadeau que je fais, hein, mais je pense que c'est quand même extrêmement important parce que souvent, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui m'ont dit c'est pas tant le salaire, c'est l'augmentation du salaire plus l'augmentation des cotisations patronales qui nous font reculer. Donc, je viens vous dire, augmentez les salaires, mais moi, je vous gèle l'augmentation concurrente des cotisations patronales pendant 5 ans. Eh bien, l'air de rien, ça va faire quand même beaucoup d'économies pour les entreprises. On peut évoquer le temps de travail, mais bon, j'ai rien de nouveau sous le soleil. Je pense qu'il faut des négociations par branche. Je suis pas pour imposer, là encore, des choix aux entreprises. Vous êtes, à mon avis, tout à fait en capacité par branche de négocier le temps de travail. Vous savez que nous étions, nous, contre les 35 heures. Bon, maintenant, ce n'est pas nous qui étions au pouvoir. Donc, il faut, dans certains cas, faire avec. Et puis, dans d'autres cas, eh bien, changer cette règle quand c'est possible de le faire avec l'accord des salariés. La fiscalité. Les impôts de production, les fameux impôts de production dont nous avons beaucoup parlé pendant cette campagne présidentielle déjà et dont nous allons encore beaucoup parler. Alors moi, la baisse des impôts de production, oui, 100 fois oui. Mais je veux que la baisse de ces impôts de production soit fléchée vers principalement les TPE-PME. J'ai vu beaucoup de mesures à destination des entreprises. Beaucoup ont bénéficié aux grands groupes. J'ai rien contre les grands groupes, hein. Je fais pas une guerre contre les grands groupes. Mais je pense que c'est eux qui ont peut-être le moins besoin d'aide. Et les TPE-PME qui créent le plus d'emplois et qui ont le plus besoin d'aide, elles, eh bien, en réalité, elles n'arrivent jamais à cocher l'intégralité des cases pour bénéficier des décisions politiques qui sont prises dans ce domaine. Donc, je vous annonce aujourd'hui que je vais garder à périmètre constant des promesses qui ont été faites. Je vais intégrer une mesure claire, c'est que cette baisse des impôts de production, donc pour l'année prochaine, s'effectuera grâce à la suppression totale de la cotisation foncière des entreprises, la fameuse CFE, qui a succédé, bien sûr, vous le savez, à la taxe professionnelle, et sur la suppression de la C3S dans les zones de relocalisation. Donc, il n'y aura plus de CFE, et la C3S sera supprimée dans les zones où il m'apparaît, c'est l'incitation fiscale dont je vous parlais tout à l'heure, où il m'apparaît qu'il faut recréer des entreprises parce qu'il faut à nouveau recréer de l'emploi. Autre baisse de la pression fiscale avec une actualisation du pacte Dutreil. C'est la suppression sur les impôts, des impôts sur les transmissions d'entreprises sous une condition, elle est simple, hein, c'est de garder l'entreprise pendant 10 ans. C'est-à-dire que moi, je veux pas qu'il y ait une suppression d'impôts pour que l'entreprise, le lendemain matin, soit vendue et parte sous des capitaux étrangers. Je suis désolé, mais moi, mes deux axes, c'est enracinement, localisme. Enracinement, localisme, transmission. Ce sont les sujets qui sont essentiels pour moi en matière économique. Donc, on va supprimer totalement l'impôt sur les transmissions pour les entreprises sous cette simple et unique condition. Alors, en conclusion, deux sujets. En conclusion, excusez-moi. C'est important parce que je pense que les jeunes, c'est aussi important pour vous. D'abord, je souhaite vous dire que moi, j'ai confiance dans l'entreprise et dans les entrepreneurs. J'ai absolument rien contre eux. Quand vous m'avez dit vous êtes de gauche, non, je suis pas de gauche. J'ai juste une vision sociale. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de dire que avoir une vision sociale, c'est être de gauche. On peut aussi être de droite et avoir une vision sociale. Voilà. Je suis sûr que certains d'entre vous sont des patrons qui se considèrent de droite, mais ils s'attachent au bien-être de leurs salariés, à ce qu'ils aient des salaires dignes, à ce qu'ils aient des conditions de travail qui soient dignes. Avoir une vision sociale, avoir une sensibilité sociale, ça n'est pas être de gauche. Voilà. C'est être français. Je pense, en fait, fondamentalement. Donc, je suis bien sûr pro-entreprise. C'est, encore une fois, le gisement d'emploi de demain. Mais moi, je pense aussi aux jeunes. Je veux des jeunes entrepreneurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité exonérer pendant 5 ans d'impôts sur les sociétés toutes les entreprises créées par les jeunes de moins de 30 ans. Je veux que nos jeunes entrent sur le marché du travail comme salariés ou comme entrepreneurs. Je veux qu'ils arrêtent de penser à partir à l'étranger
Et c'est aussi la raison pour laquelle j'exonère d'impôts sur le revenu les moins de 30 ans. Les moins de 30 ans ne paieront pas d'impôts sur le revenu. Alors on m'a dit, ah, mais vous vous rendez compte, il y a des jeunes qui sortent des grandes écoles, bon, avec des chiffres un peu fantaisistes, qui du coup ne paieront pas d'impôts. Eh bien oui, très bien, tant mieux. Tant mieux. Et puis j'espère qu'ils resteront, qu'ils nous feront bénéficier de leurs compétences et puis de ce qu'on a payé pour leur formation. Parce que vous n'imaginez pas le coût que ça représente en réalité de perdre des jeunes, que ce soit en valeur humaine, dans ce qu'on a dépensé pour leur formation. C'est absolument considérable. Donc des jeunes entrepreneurs, j'en veux en France. Des jeunes salariés, y compris diplômés, j'en veux en France. Et je ferai tout pour qu'ils restent là, parce que le taux d'activité des jeunes en France est 10 points inférieur au taux d'activité des jeunes dans l'OCDE, et qu'on a vraiment là un problème. Et pas seulement un problème aujourd'hui, mais probablement un problème pour demain. Juste un chiffre sur ce sujet-là. Le capital humain des moins de 30 ans, 90 000 à 120 000 expatriés dans l'OCDE, c'est 10 à 14 milliards d'euros de pertes. Et si ces jeunes travaillaient en France, ces jeunes de moins de 30 ans qui sont partis à l'étranger, c'est 1,7 à 2,3 milliards de recettes fiscales supplémentaires que nous pourrions enregistrer en France. Donc il faut, je crois, essayer d'avoir aussi une vision à long terme et pour pouvoir permettre, encore une fois, à nos jeunes demain d'être à vos côtés et être demain les salariés, bien sûr, vos salariés, mais aussi les entrepreneurs de l'avenir, du futur. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.